Imaginez un matin brumeux de 1912 à Paris. Les rues étaient silencieuses, comme si la ville retenait son souffle. Le parfum de pain chaud et de café se mêlait à l'odeur humide des pavés, encore humides de la pluie de la nuit. Au détour d'une ruelle étroite du Marais, un jeune antiquaire, Émile Durand, poussa la porte grinçante d'une boutique poussiéreuse qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. À l'intérieur, le temps semblait suspendu, des toiles jaunies, des meubles sculptés et des vitrines où des objets mystérieux racontaient des histoires oubliées. Mais ce qui attira son regard, ce matin-là, fut un tableau posé contre le mur du fond, à moitié caché derrière un vieux miroir fissuré. Le cadre était simple, mais l'image qu'il contenait fascinait Émile. Une scène de jardin, probablement italienne, où un homme et une femme se tenaient près d'une fontaine. Mais ce qui rendait ce tableau étrange, c'était le regard que portait la femme, à la fois effrayée et résolue, comme si elle cachait un secret immense. Les couleurs semblaient vibrer malgré la poussière, et Émile eut le sentiment, presque physique, que le tableau lui parlait. « Mais qui a peint cela ?» murmura-t-il pour lui-même, le souffle coupé. Le marchand d'antiquités, un homme aux yeux fatigués et aux doigts tachés de peinture, apparut derrière lui. « Ah, vous l'avez trouvé » dit-il d'une voix basse, presque hésitante. « Ce n'est pas une œuvre ordinaire. » Émile leva les yeux, intrigué. « Que voulez-vous dire ?» Il appartenait autrefois à une famille influente de Florence, mais il a disparu depuis plus de 50 ans, et avec lui, beaucoup de malheurs. Ces mots glissèrent dans l'esprit d'Émile comme une brume mystérieuse. Il tendit la main, touchant la surface glacée du tableau. À ce moment précis, il sembla entendre un murmure, un souffle léger, comme si le vent des siècles passés traversait la toile. Il se recula étonné et demanda « Malheur ? Quel malheur ?» Le vieil homme hésita encore, puis soupira. « Ceux qui s'y sont attachés trop profondément ont disparu ou ont été trahis. Et le tableau semble garder la mémoire de leurs secrets. » Émile sentit un frisson parcourir son échine. Il savait qu'il n'était pas superstitieux, mais quelque chose, dans la lumière de l'atelier, dans les couleurs du tableau, lui faisait comprendre que cette histoire dépasserait la simple antiquité. Il acheta le tableau, presque contre toute logique, et le transporta dans son appartement du quartier latin. Là, il l'accrocha sur un mur près de sa fenêtre. Et la première nuit, alors que Paris dormait sous une pluie fine, il rêva. Dans son rêve, il se retrouva dans le jardin du tableau. La fontaine coulait doucement, les fleurs exhalaient un parfum qu'il n'avait jamais senti. La femme était là, exactement comme sur la toile, mais vivante, avec des yeux qui brillaient d'une lumière douce et cruelle à la fois. Elle tendit la main vers lui. « Émile, tu cherches la vérité, mais es-tu prêt à la voir ?» Sa voix résonnait dans le silence du jardin, et Émile sentit son cœur battre plus fort. Il voulut répondre, mais aucun son ne sortit de sa bouche. Puis, dans un éclair de lumière, un carnet ancien apparut sur un banc de pierre. Ses pages étaient couvertes d'écritures serrées, à moitié effacées par le temps. Au réveil, Émile ne savait plus distinguer le rêve de la réalité. Sur son bureau, à côté de la fenêtre, reposait un carnet qu'il ne se souvenait pas avoir touché la veille. En l'ouvrant, il découvrit une lettre datée de 1603 à celui qui retrouvera ce tableau. « Sache que ce que tu tiens entre tes mains est bien plus qu'une peinture. Chaque trait, chaque couleur garde le souvenir des trahisons et des amours cachés de ceux qui t'ont précédé. Mais prends garde, celui qui cherche la vérité doit être prêt à la payer. » Émile sentit un mélange d'excitation et de peur. Comment ce document avait-il pu survivre pendant 3 siècles, et pourquoi apparaissait-il maintenant? Il se souvenait de la femme du tableau, de son regard intense et d'une question qui le hanta. Pouvait-on vraiment connaître un secret qui avait traversé le temps? Les jours suivants, Émile commença à enquêter sur l'origine du tableau. Ses recherches le menèrent à Florence, où il apprit que la famille, qui possédait autrefois la toile, avait été au centre de complots politiques et de scandales amoureux. L'homme du tableau,
un jeune noble nommé Lorenzo, avait été accusé de trahison envers son roi, tandis que la femme, Isabella, avait disparu mystérieusement dans la nuit, laissant derrière elle un carnet de confidences interdites. Certaines pages parlaient d'un amour interdit, d'autres de complots visant à renverser des alliés influents. Un soir, alors qu'il feuilletait à nouveau le carnet, Émile trouva une phrase qui le fit frissonner. « Ceux qui chercheront trop loin se retrouveront liés par le destin à nos choix, et le secret nous suivra jusqu'au bout. » Il posa sa main sur le tableau, et un frisson glacé parcourut sa colonne vertébrale. La lumière de la lampe semblait danser sur la peinture, et pour un instant, il jura voir le mouvement imperceptible d'Isabella, comme si elle respirait derrière le verre. Émile savait qu'il venait de franchir une porte qu'il ne pourrait jamais refermer. Le tableau, avec ses couleurs vibrantes et ses ombres mystérieuses, n'était pas simplement une œuvre d'art. C'était une mémoire vivante, un témoin silencieux d'amour secret, de trahison et de choix impossibles. Et il se demandait, avec une curiosité mêlée de peur, combien de personnes avant lui avaient essayé de comprendre ces secrets, et combien avaient échoué. Alors qu'il se préparait à fermer son appartement pour la nuit, un bruit léger se fit entendre derrière lui. Un frôlement, comme si quelqu'un passait, mais il était seul. Ses yeux se dirigèrent vers le tableau, et il crut voir une silhouette se dessiner dans l'ombre de la fontaine. Le même regard intense, presque suppliant, qu'il avait vu dans son rêve. Une voix, presque un murmure, sembla s'élever de la toile. « Tu n'as pas fini. » Émile cherche plus loin, et dans cette obscurité silencieuse, il comprit que le voyage venait à peine de commencer. Le tableau n'était pas perdu, il l'attendait. Et quelque part, dans les rues de Paris ou les palais de Florence, les secrets d'Isabella et Lorenzo attendaient d'être révélés. Mais à quel prix? Florence, 1603. La ville brillait sous le soleil d'avril. Ses palais resplendissaient de marbre poli et ses ruelles étroites fourmillaient de marchands et d'artisans. Mais derrière cette beauté éclatante se cachait un monde de conspirations et de passions interdites. Lorenzo de Médicis, jeune noble aux ambitions farouches, avançait d'un pas rapide dans le corridor ombragé du palais Pitti. Son cœur battait à tout rompre, non seulement à cause de la peur, mais aussi à cause de l'amour qu'il portait pour Isabella, la fille d'un conseiller influent de la cour. Leur rendez-vous devait rester secret, car une alliance politique inattendue risquait de briser tout ce qu'ils avaient construit en silence. Isabella attendait déjà dans une petite salle cachée derrière la chapelle. Elle portait une robe de velours bleu nuit, simple mais élégante, et son visage pâle trahissait l'inquiétude. Lorsqu'elle vit Lorenzo, elle s'élança vers lui, mais sa voix tremblante trahissait l'urgence. « Lorenzo, tu as entendu les nouvelles? Ils veulent m'engager dans un mariage que je ne peux accepter. » Lorenzo attrapa ses mains, les serrant avec force. « Nous trouverons un moyen. Il doit y avoir une faille, un document, un mot, quelque chose que je pourrais utiliser. C'est dans cette atmosphère tendue qu'apparut pour la première fois le tableau. Lorenzo l'avait commandé à un jeune peintre vénitien, réputé pour capturer les émotions cachées avec une précision presque surnaturelle. Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que le peintre, Luca Bellini, avait lui-même des liens avec la cour et connaissait des secrets qui pouvaient mettre en danger quiconque possédait la toile. Chaque coup de pinceau semblait murmurer des avertissements. Chaque nuance de couleur révélait un fragment d'histoire que seuls les yeux attentifs pouvaient déchiffrer. Une nuit, alors que Florence dormait sous un ciel constellé, Lorenzo entra dans l'atelier de Luca. Le peintre, absorbé dans ses pinceaux, leva les yeux et sourit avec un mélange de malice et de gravité. « Tu veux que ce tableau raconte ton histoire? Mais souviens-toi, Lorenzo, chaque secret dévoilé est une dette que tu devras payer. » Lorenzo hocha la tête, comprenant le poids de ces mots. Il sentit la toile sous ses doigts, et une étrange chaleur sembla se diffuser, comme si l'œuvre elle-même vivait et respirait. « Je suis prêt à tout pour Isabella, même à défier le destin. » Les jours suivants, Florence devint le théâtre d'intrigues de plus en plus complexes.
Isabella reçut des lettres anonymes, menaçant de révéler son amour interdit et d'entraîner la chute de sa famille. Lorenzo, déterminé, utilisa le tableau comme couverture. Il le déplaçait, le cachait dans des bibliothèques, des coffres, des passages secrets. Et chaque fois que quelqu'un cherchait à percer le mystère de leur liaison, le tableau semblait attirer l'attention ailleurs, détournant les soupçons. Mais la trahison n'était jamais loin. Le cousin de Lorenzo, un jeune ambitieux nommé Matteo, avait découvert l'existence de l'amour interdit. Il espérait utiliser cette connaissance pour s'emparer de l'influence familiale et monter en puissance. Une nuit, il entra furtivement dans l'atelier de Luca, mais le peintre, fidèle à Lorenzo, avait anticipé ce danger. Matteo fut surpris par le jeu de lumière projeté sur le tableau. Les ombres de la fontaine et des personnages semblaient bouger comme des témoins silencieux. Pris de panique, il s'échappa, jurant vengeance et promettant de retrouver le tableau à tout prix. Entre-temps, Isabella découvrit un carnet caché derrière la toile. Ces pages étaient remplies de lettres et de dessins subtils, des confidences de Lorenzo et de Luca, mais aussi des observations sur les autres nobles de Florence. Certaines lignes étaient écrites à l'encre invisible, révélant des complots, des alliances secrètes et des amours défendus. Elle lut, le souffle court, et murmura « Chaque mot, chaque trait, il nous observe, et pourtant il nous protège. » Un soir d'orage, alors que les éclairs illuminaient les cimes des palais, Lorenzo et Isabella se réfugièrent dans l'atelier, craignant que Matteo n'ait découvert leur cachette. La pluie martelait les vitres et le vent faisait claquer les volets. Dans la lumière tremblante des bougies, Lorenzo montra à Isabella le tableau. « Regarde, chaque couleur, chaque ombre, c'est notre secret, notre abri. » Elle posa ses mains sur la toile, et pour un instant, un frisson parcourut sa colonne vertébrale. Il y avait quelque chose de vivant dans ce tableau, comme si les personnages allaient s'animer et murmurer leur vérité à quiconque savait écouter. Mais le danger approchait. Matteo, guidé par la jalousie et la soif de pouvoir, se rapprochait chaque jour. Et ce soir-là, une ombre se glissa derrière la porte de l'atelier. Isabella et Lorenzo se figèrent, reconnaissant le parfum familier de trahison. Matteo souriait, sûr de sa victoire, pensant que le tableau pourrait enfin tomber entre ses mains. Alors qu'il tendait la main pour s'emparer de l'œuvre, un mouvement imperceptible dans la peinture sembla le repousser. Les personnages du tableau, figés dans une scène de jardin, paraissaient observer l'intrus avec une intensité presque humaine. Matteo recula, effrayé et confus. Dans le silence de l'atelier, seul le souffle du tonnerre et le battement de leur cœur se faisaient entendre. Lorenzo murmura à Isabella « Le tableau, il nous protège encore. » « Mais pour combien de temps ?» Isabella hocha la tête, ses yeux emplis de crainte et de détermination. Ils comprirent que ce tableau n'était pas simplement un objet, mais un gardien de secrets, une mémoire vivante qui avait le pouvoir de détourner le destin ou de le briser. Alors que la nuit s'achevait et que Matteo disparaissait dans les ruelles de Florence, Lorenzo et Isabella décidèrent de sceller le tableau dans un coffre secret, accompagné du carnet et de lettres dissimulées. Ils savaient que l'histoire qu'ils avaient commencée devait survivre au-delà de leur temps, mais à quel prix? Quels autres yeux avides viendraient chercher cette œuvre? Et tandis que le vent balayait les collines toscanes, dans l'ombre des palais et des jardins, le tableau demeurait silencieux, observant, attendant le moment où ses secrets seraient de nouveau mis à l'épreuve. 1968, le traité de Westphalie venait de redessiner l'Europe, mettant fin à la guerre de 30 ans, mais laissant derrière eux des territoires ravagés et des familles ruinées. Dans une petite villa des collines de Toscane, le tableau de Lorenzo et Isabella reposait toujours, caché sous un drap épais dans un coffre ancien. Les volets grinçaient sous le vent, les murs portaient encore les traces de la peur et de la violence des années passées. Mais à peine quelques habitants connaissaient l'existence de ce trésor silencieux. Le propriétaire de la villa, un vieil oncle de Lorenzo nommé Paolo,
était désormais le gardien de cette mémoire. Chaque nuit, il s'assurait que le coffre restait verrouillé et que personne ne soupçonnait l'existence de la peinture et du carnet. Pourtant, la guerre et les désordres avaient rendu la villa vulnérable. Les mercenaires et les pillards parcouraient les routes à la recherche de richesses oubliées. Et la rumeur d'un tableau mystérieux attira leur attention. Un soir de décembre, alors que la neige recouvrait les collines d'un manteau silencieux et glacial, Paolo sentit une présence dans le couloir. Il alluma une bougie et vit un groupe d'hommes armés, le visage caché par des capuchons sombres. L'un d'eux s'avança et d'une voix basse mais ferme, il demanda « Où est le tableau de Lorenzo et Isabella ?» Paolo recula, le cœur battant, réalisant que le secret qu'il avait protégé pendant des années était compromis. « Je ne sais pas de quoi vous parlez, » balbutia-t-il. Les hommes ne le crurent pas. Ils fouillèrent la villa, soulevant tapis, déplaçant meubles et tableaux. Chaque pas résonnait dans les couloirs comme un écho de danger imminent. Paolo savait que le coffre devait rester inviolé, mais il n'avait plus le temps de chercher une cachette supplémentaire. Dans un dernier geste désespéré, il tira le coffre derrière un mur coulissant qu'il avait construit des années plus tôt. Le souffle court. Il observa les intrus quitter la villa, sans savoir que le trésor était toujours là, tapis dans l'ombre. Cependant, le silence ne dura pas. Quelques semaines plus tard, la villa fut incendiée. Les flammes engloutirent les souvenirs, les meubles et presque tout ce qui rappelait l'histoire de Lorenzo et Isabella. Paolo disparut mystérieusement et le coffre fut emporté par la destruction. Quand la fumée se dissipa, il ne restait plus que des ruines et des cendres, et le tableau disparut. Personne ne sut jamais s'il avait été volé, caché ailleurs, ou détruit dans l'incendie. Des décennies passèrent. Le tableau changea de main, souvent à travers des transactions discrètes et des ventes clandestines. Chaque nouveau propriétaire semblait être touché par une étrange série de malheurs. Faillite soudaine, disparition, disputes meurtrières et parfois des morts mystérieuses. La légende naquit dans les tavernes et chez les marchands d'art. Celui qui possédait le tableau portait une mémoire vivante, une charge invisible liée au secret d'amour, de trahison et de courage qui y était inscrit depuis Florence. Au XVIIIe siècle, la toile apparut dans un marché aux antiquités à Venise. Un jeune collectionneur français, Henri Duval, la remarqua immédiatement parmi d'autres œuvres anciennes. Il fut frappé par la beauté et l'intensité du regard de la femme dans le jardin, semblant le défier de comprendre ce qu'elle portait. Henri sentit une impulsion qu'il ne pouvait expliquer. Il devait posséder ce tableau. Et comme pour chaque nouveau gardien avant lui, la curiosité et l'avidité s'accompagnaient d'une tension inquiétante. Il engagea un peintre restaurateur pour examiner l'œuvre. Ce dernier, en retirant la couche de poussière et de vernis ancien, découvrit un coin caché du tableau, où se trouvaient des initiales et une date ancienne, à peine visible, L.I. 1503. Ces lettres, presque invisibles, étaient la signature de Lorenzo et Isabella, une trace intime et secrète, comme un avertissement destiné à ceux qui oseraient chercher trop profondément. Henri, fasciné, décida de voyager jusqu'à Florence pour retracer l'origine de la toile. Il parcourut les palais, les archives et les bibliothèques à la recherche de documents disparus. Dans une archive poussiéreuse du palais Pitti, il tomba sur un journal oublié, relatant les rendez-vous clandestins de Lorenzo et Isabella, les complots de Matteo et la création du tableau par Luca Bellini. À chaque page tournée, Henri sentit que le temps et la mémoire se confondaient, et que la peinture, où qu'elle se trouve, continuait de vivre, observant ceux qui tentaient de percer ses secrets. Mais ce qui rendait l'histoire encore plus troublante, c'était la mention d'un carnet disparu, contenant les lettres et confidences des amants. Selon le journal, quiconque possédait le carnet et le tableau pourrait déchiffrer toute l'histoire, mais seulement si son cœur était pur et courageux.
Une note à peine lisible avertissait « La curiosité peut ouvrir la porte, mais le courage est nécessaire pour franchir le seuil. » Henri revint à Paris, le tableau sous le bras, mais il sentait déjà l'ombre de la malédiction peser sur lui. Les nuits suivantes, il rêvait du jardin, des fontaines et des regards d'Isabella, comme si la toile elle-même cherchait à lui parler. Une fois, il crut entendre un chuchotement venant de la peinture. « Cherche la vérité, mais sois prêt à en payer le prix. » Et alors que Henri posait le tableau dans son appartement parisien, un sentiment étrange s'empara de lui. Les murs semblaient se resserrer, les ombres des objets s'allongeaient, et le parfum du bois ancien et de la peinture fraîche envahissait la pièce, même après plusieurs jours. Il savait que cette œuvre n'était pas seulement un objet d'art, c'était une mémoire vivante, un témoin de passion et de trahison. Et maintenant, il était devenu son gardien, mais dans l'obscurité de la ville, quelqu'un d'autre savait que le tableau était là. Une silhouette passa devant la fenêtre d'Henri, silencieuse et déterminée, laissant derrière elle un frisson glacé dans l'air. Et tandis que la lune disparaissait derrière les nuages, Henri sentit que le véritable voyage de la peinture ne faisait que commencer. Paris, 1823. Le Pont-Neuf était enveloppé d'une brume épaisse, et les lampadaires projetaient des halos vacillants sur les pavés mouillés. La ville, encore marquée par les révolutions passées, vivait au rythme des chevaux, des fiacres et des discussions passionnées dans les cafés littéraires. C'est dans cette atmosphère frémissante qu'apparut pour la première fois depuis des décennies le tableau de Lorenzo et Isabella sur le marché noir des antiquités. Le nouvel acquéreur, une veuve aristocratique nommée Madame Claire de Montferrand, avait hérité d'une petite fortune et d'un goût prononcé pour les œuvres mystérieuses. Elle fut immédiatement frappée par l'intensité des regards du tableau et par la manière dont la lumière semblait jouer avec les ombres du jardin peint. Chaque coup de pinceau révélait un monde à la fois secret et vivant. Le soir même, elle le suspendit dans son salon, éclairé par des bougies tremblotantes, et ressentit un frisson que ni le froid parisien, ni les courants d'air n'expliquaient. Mais, comme pour tous ceux qui avaient croisé cette peinture, le calme fut de courte durée. Une lettre anonyme glissée sous sa porte disait simplement « Ce que vous possédez est plus ancien et plus dangereux que vous ne pouvez l'imaginer. » Intriguée et effrayée, Madame de Montferrand tenta de comprendre la provenance de cette œuvre. Elle fit appel à un jeune historien d'art, Jules Renard, qui parcourut archives et bibliothèques, découvrant des bribes de l'histoire de Lorenzo et Isabella, leurs secrets amoureux et les complots de Matteo un soir. En examinant le tableau à la lueur d'une bougie, Jules remarqua un détail qui avait échappé à tous. Une petite gravure sur un coin de la fontaine, presque invisible, représentant deux lettres enlacées, L et I, accompagnées de minuscules symboles que seul un œil attentif pouvait déchiffrer. « Regardez, c'est un langage secret », murmura-t-il. Madame de Montferrand sentit un frisson parcourir son échine. Était-ce un message destiné à ceux qui sauraient chercher, ou un avertissement pour protéger le secret des amants italiens? Mais la curiosité, comme toujours, attire les dangers. Une nuit, un incendie éclata dans le quartier, détruisant plusieurs maisons voisines et menaçant la demeure de Madame de Montferrand. Grâce à la vigilance de son personnel, le tableau fut sauvé in extremis, mais cette expérience laissa en elle une peur persistante. Chaque possession de cette toile semblait attirer le chaos. Elle décida alors de dissimuler le tableau derrière un double mur, un endroit où seuls elle et Jules connaissaient l'accès. Malgré ses précautions, la peinture continuait de faire sentir sa présence. Des visiteurs, même ignorants de sa véritable histoire, ressentaient parfois une étrange intensité en la regardant, un mélange de mélancolie, de courage et de secret. Certains affirmaient avoir entendu un murmure venant de la fontaine peinte, d'autres juraient avoir vu les yeux d'Isabella suivre leurs mouvements dans la pièce. Pendant ce temps, Jules s'immergea dans les archives florentines,
découvrant que le carnet disparu, contenant les lettres et confidences des amants, avait été transmis clandestinement de génération en génération, souvent par des intermédiaires mystérieux. Certains documents mentionnaient des allées et venues secrètes dans les palais de Florence et de Paris, des rencontres cachées dans des églises ou des jardins isolés, et des trahisons qui avaient changé le destin de familles entières. Chaque page semblait confirmer que la peinture n'était pas seulement un souvenir de passion, mais un objet capable de tisser le destin de ceux qui la possédaient. Un après-midi, alors qu'elle feuilletait le carnet récemment retrouvé, Madame de Montferrand lut une phrase qui la glaça. « L'ombre de notre amour et de nos trahisons suivra quiconque possède cette mémoire. Prépare-toi, car chaque regard posé sur nous est une dette. » Elle comprit que le tableau et le carnet formaient un duo vivant, un rappel constant que les secrets du passé ne disparaissaient jamais totalement. Et puis vint l'intrusion. Un collectionneur étranger, un homme à l'allure raffinée mais au regard froid, s'intéressa de près à la toile. Il avait entendu des rumeurs sur ses propriétés mystérieuses et sur les malheurs qui frappaient ses gardiens successifs. Il arriva dans la maison un soir, sous le couvert de la nuit, et tenta de subtiliser le tableau. Mais lorsqu'il effleura la surface peinte, un frisson parcourut sa main et il recula, comme frappé par une force invisible. Les yeux d'Isabella semblaient le juger, et un murmure à peine audible semblait flotter dans l'air. « Tu n'es pas encore prêt. » Ce fut ce moment précis qui convainquit Madame de Montferrand de ne jamais laisser la peinture sortir de sa demeure et de ne confier le carnet qu'à quelqu'un digne de comprendre sa portée. Elle réalisa que chaque propriétaire du tableau devait posséder non seulement la curiosité, mais aussi le courage et la patience pour percer ses secrets. Alors que les années passaient, la légende de cette œuvre grandissait dans les cercles artistiques et littéraires parisiens. Des écrivains, des peintres et des amateurs d'art évoquaient la toile des amants italiens comme un objet vivant, presque surnaturel, capable de refléter les passions et les trahisons du passé. Certains prétendaient même que les couleurs changeaient légèrement selon l'émotion de celui qui la regardait, et que les ombres dans le jardin peint bougeaient imperceptiblement, comme pour guider ou avertir les curieux. Et dans la demeure silencieuse de Madame de Montferrand, le tableau continuait de veiller, observant, attendant le moment où un nouveau gardien, capable de comprendre ses secrets et de supporter ses mystères, croiserait son chemin. Les histoires d'amour, de courage et de trahison inscrites dans la peinture n'étaient pas terminées. Elles n'avaient fait que s'inscrire plus profondément dans la mémoire du temps, prêtes à être révélées à ceux qui sauraient écouter et regarder avec attention. Mais dans l'ombre de Paris, une question persistait. Qui serait le prochain à oser s'approcher de cette mémoire vivante? Et combien seraient prêts à affronter les secrets que la peinture protégeait jalousement depuis 2 siècles? Paris, 1939. La ville, encore imprégnée de l'écho des années folles, sentait désormais le danger imminent. Les tensions en Europe s'étaient intensifiées et les rues, autrefois animées, semblaient désormais retenir leur souffle, comme si la capitale anticipait la tempête à venir. C'est dans ce contexte que le tableau de Lorenzo et Isabella réapparut, cette fois entre les mains d'un collectionneur discret mais influent, Henri Morel, un marchand d'art réputé pour sa passion des œuvres rares et énigmatiques. Henri avait hérité de la peinture de Madame de Montferrand, dont les descendants avaient choisi de vendre l'œuvre à un prix élevé, convaincu que son mystère attirerait un collectionneur capable de comprendre sa valeur. Mais Henri ne savait pas encore que ce tableau n'était pas qu'une œuvre d'art. Chaque coup de pinceau, chaque ombre du jardin, chaque regard de la femme semblait chargé de souvenirs, de trahisons et d'amours interdits. Le jour où Henri installa le tableau dans son appartement du Marais, un vent glacial souffla à travers les ruelles et les rideaux dansèrent comme des spectres. Le parquet craqua sous ses pas, tandis qu'il approchait l'œuvre, et, pour un instant, il jura que les yeux d'Isabella avaient changé de direction,
comme pour l'interroger. Le silence de l'appartement semblait s'épaissir autour du tableau, chaque objet dans la pièce paraissant retenir son souffle. Mais ce n'était que le début. Quelques semaines plus tard, alors que Paris était plongé dans une inquiétante atmosphère d'anticipation, un mystérieux visiteur se présenta à la porte d'Henri, un historien allemand nommé Klaus Reinhardt, passionné par les œuvres d'art italiennes et leurs secrets cachés. Il prétendait rechercher des documents historiques pour un ouvrage, mais Henri sentit immédiatement une tension subtile, comme si l'homme cherchait autre chose, quelque chose que la peinture détenait depuis des siècles. « Ce tableau, il a une histoire que peu connaissent », murmura Henri presque pour lui-même, tout en observant Klaus examiner la toile avec un regard scrutateur. « Je sais », répondit Klaus, la voix basse, mais pleine de certitude. « Je sais qu'il détient des secrets de Florence, des amours interdits et certaines vérités que l'histoire a tenté d'effacer. » Ce soir-là, Henri ne dormit pas. La peinture semblait vibrer sous la lumière des lampes, et dans les reflets de la fontaine peinte, il crut distinguer un mouvement imperceptible, comme si Isabella elle-même observait silencieusement, prête à juger ceux qui cherchaient à comprendre ses secrets. Il se rappela les avertissements inscrits dans le carnet. La curiosité peut ouvrir la porte, mais le courage est nécessaire pour franchir le seuil. Quelques mois plus tard, la guerre éclata. Les rues de Paris se transformèrent en chaos et l'art devint une cible autant qu'un trésor. Henri fut contraint de déplacer le tableau pour le protéger. Il le confia à un réseau clandestin chargé de mettre les œuvres à l'abri des nazis. La peinture passa alors entre plusieurs mains. Galeries secrètes, caves enfumées, appartements abandonnés. Chaque transfert était un risque, mais le tableau semblait résister, comme s'il savait exactement où il devait aller pour survivre. Pendant cette période, la légende de l'œuvre se renforça. Les résistants racontaient que le tableau avait guidé des décisions, apporté des visions nocturnes et même averti ses gardiens des dangers imminents. Les lettres et le carnet qui l'accompagnaient furent dissimulés dans des lieux différents, comme pour multiplier les protections contre ceux qui voulaient détruire ou exploiter l'œuvre. Un soir, dans une cave humide du quartier latin, Henri, seul avec le tableau, s'arrêta devant la fontaine peinte. Le murmure de l'eau semblait réel, et il crut entendre Isabella prononcer doucement son nom. Le parfum du bois ancien, de la peinture et du temps résonnait dans la pièce, comme si chaque souvenir de Florence et de Paris se superposait en un seul instant. Comment ces vies passées, ces secrets, peuvent-ils encore me toucher autant ? Se demanda-t-il, mais la guerre n'épargnait personne. L'appartement d'Henri fut perquisitionné et il fut contraint de fuir, emportant le tableau dans un sac à travers des passages clandestins, des tunnels et des ruelles désertes. Chaque ombre semblait l'observer, chaque bruit pouvait trahir sa cachette. Pourtant, il sentait une étrange présence le guider, le tableau lui-même, gardien des secrets, le conduisant loin des mains qui voulaient le posséder pour le mal. Dans les années qui suivirent, après l'occupation, le tableau fut perdu à nouveau, dissimulé dans une collection privée, inaccessible à la plupart et pourtant vivant dans les mémoires. Les histoires racontaient que quiconque l'avait touché avait ressenti un mélange de crainte et d'émerveillement, que certains avaient été changés à jamais par la profondeur de ses secrets. Et toujours, dans le fond de chaque regard, brillait l'intensité des amours interdits et des trahisons anciennes, comme une promesse silencieuse que l'histoire n'était jamais totalement terminée. Ainsi, le tableau traversa la tourmente du XXe siècle, porteur de mémoire et de mystères, cachant des carnets, des lettres et des confidences interdites, jusqu'à ce qu'il réapparaisse enfin dans les mains de ceux qui seraient capables de comprendre sa portée et de continuer l'histoire que Lorenzo et Isabella avaient de commencer 3 siècles plus tôt. Mais une question demeurait. Dans le tumulte de l'Europe en guerre, combien d'âmes avaient été touchées par ces secrets? Et combien étaient encore prêtes à risquer tout pour percer l'histoire vivante d'un amour interdit,
d'une trahison et d'un courage inscrits dans la peinture. Paris, 1952. La ville renaissait doucement de ses cicatrices de guerre. Les façades noircies se repeignaient, les cafés réouvraient leurs portes, et les bouquinistes le long de la Seine recommençaient à exposer leurs trésors anciens. Pourtant, parmi ces merveilles, un secret persistait, le tableau de Lorenzo et Isabella, toujours vivant dans ses ombres et ses lumières, était sur le point de réapparaître publiquement pour la première fois depuis la guerre. Il se trouvait désormais entre les mains d'un collectionneur discret, Alexandre Fournier, un homme à l'allure aristocratique mais au passé mystérieux. Il avait acquis la toile dans une vente privée, payant une somme que beaucoup considéraient extravagante. Mais pour Alexandre, le prix n'avait aucune importance. Il savait que cette peinture détenait quelque chose d'inestimable, quelque chose qui allait au-delà de l'art et de l'histoire. Le soir où il exposa le tableau pour un cercle très restreint de collectionneurs et d'historiens, une atmosphère particulière enveloppa le salon de son hôtel particulier. Les chandelles projetaient des ombres mouvantes sur les murs ornés de moulures dorées, et le parfum du bois ancien et des tapis persans se mélangeait à celui des cigares et du vin rouge. Les invités, d'abord fascinés par la finesse du pinceau et l'éclat des couleurs, ressentirent bientôt une étrange tension. La peinture semblait vivante. Les yeux d'Isabella semblaient suivre leurs mouvements, et certains juraient entendre le bruit imperceptible de l'eau de la fontaine. Regardez la finesse de l'ombre derrière la fontaine, murmura un expert italien, et presque comme si le peintre avait voulu laisser un message pour les siècles futurs. Alexandre hocha la tête, conscient que ce n'était pas un simple tableau. Il portait en lui les passions interdites, les trahisons et le courage de Lorenzo et Isabella, mais aussi la mémoire des propriétaires qui l'avaient précédé. Cependant, l'exposition attira plus que l'admiration. Un marchand d'art britannique, réputé pour ses méthodes peu scrupuleuses, tenta de subtiliser la toile. Dans la nuit, il s'introduisit dans l'hôtel particulier, pensant que personne ne le surprendrait. Mais lorsque sa main effleura la surface peinte, un frisson le traversa, et il recula, pris de panique. La fontaine semblait bouger légèrement. Les regards d'Isabella et de Lorenzo le fixaient, et un murmure, presque humain, vibrait dans l'air. « Ce que tu cherches n'est pas à vendre. » Alexandre, alerté par le bruit, intervint juste à temps. Le marchand, effrayé et confus, s'enfuit dans les rues étroites de Paris, laissant derrière lui un parfum de peur et de curiosité inachevé. Cette tentative de vol confirma ce que tous les propriétaires avaient ressenti. La peinture n'était pas seulement un objet, mais un gardien vivant, capable d'influencer les émotions et les actions de ceux qui s'approchaient trop près. Dans les semaines suivantes, la presse spécialisée commença à murmurer des rumeurs. Certains parlaient d'un tableau maudit, d'autres d'une œuvre qui semblait détenir l'âme de ses sujets. Les collectionneurs les plus audacieux affluaient pour tenter de l'acquérir, mais Alexandre refusait toute négociation. Il savait que cette toile ne pouvait pas tomber entre de mauvaises mains, que ses secrets étaient trop puissants pour être utilisés à des fins personnelles. Une nuit, alors qu'Alexandre examinait la peinture à la lueur d'une lampe, il découvrit un détail qu'aucun propriétaire précédent n'avait remarqué. Un petit symbole gravé à peine visible dans l'ombre des buissons. Cela ressemblait à une clé, mais personne ne savait ce qu'elle pouvait ouvrir. Il consulta le carnet retrouvé avec la peinture et y lut une annotation presque effacée. Seul celui qui cherche avec cœur et courage pourra dévoiler ce que le temps a voulu cacher. Ce détail éveilla une nouvelle obsession chez Alexandre. Il commença à rechercher des archives italiennes et françaises, interrogeant des historiens, des collectionneurs et même des familles anciennes, à la recherche d'un indice permettant de comprendre le message de la toile. Chaque découverte ouvrait de nouvelles questions. Qui avait caché la clé
et quel secret la peinture continuait-elle de protéger. Alors que l'après-guerre avançait et que Paris s'éloignait de ses ruines, la rumeur de la peinture commença à franchir les frontières. Des voix venues d'Italie, d'Allemagne et même d'Amérique se mêlaient aux murmures parisiens, toutes cherchant la mystérieuse toile et les secrets qu'elle détenait. Alexandre comprit que la peinture n'était plus seulement un objet privé, elle était devenue un symbole, un mystère capable d'unir et de diviser, de fasciner et de terrifier à la fois. Et dans le silence de son hôtel particulier, alors que la nuit parisienne s'installait, Alexandre sentit une présence familière, un frôlement, un souffle léger, comme si la peinture elle-même l'observait et l'incitait à continuer sa quête. Il comprit alors que l'histoire n'était pas terminée. La toile, le carnet et les secrets de Lorenzo et Isabella attendaient le prochain chapitre, prêt à révéler encore plus de trahison, de courage et d'amours interdits. Mais dans les ruelles sombres de Paris, quelqu'un d'autre savait que le tableau était là, et que bientôt, il serait au centre d'une chasse mondiale qui mettrait à l'épreuve le courage et la loyauté de tous ceux qui oseraient s'approcher trop près. New York, 1974. Le tableau de Lorenzo et Isabella avait quitté Paris pour traverser l'Atlantique, emporté par un collectionneur américain discret mais ambitieux, Thomas Whitaker. L'œuvre, enveloppée dans un tissu ancien et protégée par un coffret en chêne, voyagea par cargo jusqu'à Manhattan, où elle fut installée dans un appartement art déco sur la 5e avenue. Whitaker était fasciné par l'histoire de la peinture, les rumeurs de malédiction et les secrets anciens, et il savait que posséder cette œuvre représentait autant un privilège qu'un danger. Dès la première nuit, l'atmosphère de l'appartement sembla changer. Les murs blancs semblaient vibrer autour de la peinture, et la lumière des lampes projetait des ombres mouvantes sur le parquet brillant. Whitaker sentit un frisson parcourir son échine en observant les yeux d'Isabella qui semblaient le scruter avec intensité. Il se demanda s'il s'agissait d'une illusion ou si la toile avait véritablement conservé un fragment de vie de ses anciens sujets. Peu après, le tableau fut présenté lors d'une exposition privée à Manhattan, réservée aux collectionneurs les plus influents. Les invités, curieux et intrigués, furent captivés par l'intensité de la scène du jardin. Certains affirmèrent entendre le murmure de l'eau de la fontaine, tandis que d'autres furent frappés par une étrange mélancolie en contemplant le regard de la femme. Whitaker observait, fasciné et légèrement inquiet, car il comprit que la peinture continuait de provoquer des réactions inattendues, capables de révéler des émotions cachées ou de réveiller des souvenirs enfouis. Pendant ce temps, un historien italien, Luigi Moretti, vint à New York après avoir entendu parler de l'exposition. Il portait avec lui des copies de lettres et de carnets issus de Florence, certains datant du XVIIe siècle, qui semblaient compléter le récit du tableau. Luigi approcha Whitaker, insistant pour examiner la peinture et les documents. Ce tableau n'est pas seulement une œuvre d'art, il est un témoin vivant, un gardien des secrets de Lorenzo et Isabella. Chaque détail, chaque ombre, chaque trait de pinceau, tout a un sens. En observant la toile de plus près, Luigi remarqua un détail que même Whitaker n'avait jamais vu. Une lettre gravée à peine visible sur un coin de la fontaine, accompagnée de symboles presque imperceptibles, semblables à ceux déjà découverts en France. « Ceci est une clé », murmura Luigi, « mais ce qu'elle ouvre, personne ne le sait encore. » Whitaker sentit à nouveau le frisson familier qui l'avait accompagné lors de la première nuit, et il comprit que cette peinture détenait toujours des secrets prêts à être révélés. La fascination pour l'œuvre attira aussi l'attention de collectionneurs moins scrupuleux. Un groupe influent de marchands d'art internationaux tenta de subtiliser le tableau lors d'une réception privée. Mais à l'instant où l'un d'eux toucha la peinture, il recula brutalement, comme frappé par une force invisible. Les ombres du jardin semblaient se rapprocher, et un murmure à peine audible résonnait dans la pièce. « Tu n'es pas prêt »,
Whitaker comprit alors que la toile continuait de protéger ses secrets avec la même vigilance que dans les siècles précédents. Intrigué et déterminé à comprendre la signification de la clé, Whitaker engagea Luigi pour l'aider à décrypter les indices laissés par Lorenzo et Isabella. Ensemble, ils parcoururent archives et bibliothèques, cherchant des correspondances et des documents perdus. Ils découvrirent que plusieurs lettres contenues dans le carnet avaient été dissimulées dans des collections privées à travers l'Europe et l'Amérique, toujours soigneusement gardées, comme pour prolonger le mystère. Mais plus ils approchaient de la vérité, plus la tension montait. Des messages anonymes commencèrent à apparaître dans les enveloppes de Whitaker, contenant des avertissements. Ne cherchez pas ce que le temps a voulu cacher, ou certains secrets doivent rester enfouis. Pourtant, la curiosité l'emporta sur la peur, et Whitaker continua ses recherches, convaincu que découvrir la totalité du mystère offrirait non seulement une compréhension historique, mais aussi une résonance personnelle avec le courage et l'amour interdit inscrit dans la peinture. Au cours de l'été 1975, une série de ventes aux enchères internationales se produisit, chaque événement rapprochant ou dispersant des fragments du carnet original et d'autres documents liés au tableau. Whitaker réussit à acquérir certains de ces fragments, mais pas tous. Chaque document, chaque lettre retrouvée, révélait des histoires d'amour cachées, de trahison et de décision qui avaient changé le destin de familles entières. Et à chaque fois qu'un fragment revenait à la peinture, il semblait que l'œuvre elle-même s'éclairait, comme si elle conservait et intégrait la mémoire de ceux qui avaient osé chercher ses secrets. Alors que la ville s'endormait sous les lumières des gratte-ciels de Manhattan, Whitaker se tint devant le tableau, sentant la continuité d'un lien vieux de plusieurs siècles. Le jardin peint, la fontaine et les regards des amants italiens semblaient le guider, lui parler et lui rappeler que chaque propriétaire de cette œuvre avait été choisi par le temps et par le destin pour poursuivre un récit qui ne finirait jamais vraiment. Mais au loin, dans les couloirs feutrés des institutions artistiques et des collections privées, d'autres yeux observaient, prêts à agir pour posséder la toile et ses secrets, et Whitaker comprit que la véritable épreuve ne faisait que commencer. Protéger la mémoire vivante de Lorenzo et Isabella, tout en cherchant à comprendre la clé cachée dans l'ombre du jardin, serait une quête qui défierait le temps et le courage de quiconque oserait s'y engager. Londres, 1948. Les rues bruissaient du mélange familier de taxis, de marchands ambulants et de conversations pressées. Mais dans une galerie privée du quartier de Mayfair, un secret ancien attendait d'être redécouvert. Le tableau de Lorenzo et Isabella, maintenant enveloppé dans le mystère de siècles de transmission et de légendes, venait de réapparaître sur le marché international de l'art moderne. Il avait changé de main à plusieurs reprises, souvent dans l'ombre, jusqu'à ce qu'une riche collectionneuse britannique, Eleanor Whitaker, en prenne possession. Elle partageait le nom de son arrière-grand-oncle américain, Thomas Whitaker, mais la curiosité et le courage nécessaires pour comprendre la peinture semblaient avoir traversé les générations. Eleanor ne tarda pas à ressentir, dès l'instant où elle posa les yeux sur la toile, l'intensité et la présence qui avaient fasciné ses prédécesseurs. La fontaine du jardin semblait murmurer dans le silence de la galerie, et les regards des amants italiens la suivaient avec une précision presque humaine. Dans la pénombre, elle percevait un frisson subtil, une vibration dans l'air qui laissait deviner que la peinture n'était pas un simple objet. Elle était vivante et consciente de chaque regard porté sur elle. Peu de temps après, la toile fut exposée pour une vente aux enchères internationales très médiatisée. Les journalistes, les experts et les collectionneurs se pressaient pour voir l'œuvre mystérieuse qui, depuis Florence au XVIIe siècle, avait traversé les continents et les époques, portant avec elle les secrets de ses créateurs et de ses gardiens successifs. Les caméras capturaient la finesse des coups de pinceau, la subtilité des ombres
et les murmures fascinés des spectateurs. Certains affirmèrent même avoir entendu, dans le silence des couloirs de la galerie, un léger bruissement de l'eau de la fontaine. Mais l'excitation attira aussi ceux qui souhaitaient exploiter les mystères de la toile à des fins personnelles. Un collectionneur européen peu scrupuleux, connaissant la légende des lettres et du carnet, tenta d'accéder à des documents dispersés à travers le monde, croyant que cela lui permettrait de posséder le secret complet du tableau. Éléonore, consciente des dangers qui accompagnaient la peinture depuis des siècles, engagea un historien et cryptologue, Marcus Delacroix, pour l'aider à déchiffrer les indices cachés dans les ombres, les coins et même les plis subtils de la toile. En examinant la peinture avec Marcus, Éléonore découvrit quelque chose de remarquable. Un petit symbole, presque invisible, gravé sur le rebord de la fontaine, accompagné de lettres et de chiffres anciens. Cela ressemblait à une sorte de code ou de carte, un indice laissé intentionnellement par Lorenzo et Isabella pour guider ceux qui possédaient le courage de chercher. Marcus, fasciné, expliqua. C'est une trace du passé, une sorte de clé, qui n'a été visible qu'aux yeux attentifs et persévérants. Elle semble nous inviter à poursuivre ce que les siècles ont commencé. Parallèlement, de nouvelles lettres et fragments du carnet firent surface dans des collections privées en Italie et en France. Certaines contenaient des révélations inédites sur les relations interdites de Lorenzo et Isabella, d'autres révélaient les trahisons de Matteo et d'autres nobles florentins, ainsi que les stratégies utilisées pour cacher la peinture et protéger ses secrets. Éléonore réalisa que chaque morceau retrouvé ajoutait une dimension nouvelle au tableau, comme si l'œuvre absorbait et réorganisait la mémoire de tous ceux qui l'avaient touchée. Mais l'intérêt médiatique transforma rapidement l'œuvre en objet de désir mondial. Des enchères internationales, des expositions temporaires et des tentatives de vol forcé s'ensuivirent. À chaque tentative de manipulation, le tableau semblait réagir. Des visiteurs affirmèrent que les yeux d'Isabella semblaient plus vifs, que la fontaine semblait frémir et que l'air lui-même vibrait d'une présence ancienne. Éléonore comprit que le tableau n'était pas seulement un témoignage du passé, mais un gardien actif, capable d'influencer ceux qui le possédaient ou qui cherchaient à le posséder. Une nuit, seule dans son appartement londonien, Éléonore sentit une présence inhabituelle. Le murmure imperceptible de l'eau et le léger frisson de la toile la guidèrent vers un recoin de la peinture qu'elle n'avait jamais examiné. Un minuscule compartiment derrière le cadre révélait un fragment de lettre jamais vu, écrit de la main d'Isabella elle-même. Les mots étaient simples mais lourds de sens. Celui qui trouvera cette page devra agir avec courage, car chaque vérité que nous avons laissée pourrait changer le destin de celui qui la découvre. Éléonore réalisa que l'histoire n'était plus seulement celle de Lorenzo et Isabella. Elle était maintenant la sienne et celle de tous ceux qui avaient osé suivre la piste des secrets inscrits dans le tableau. Les lettres et le carnet dispersé, le code gravé sur la fontaine et la mémoire vivante de la peinture formaient un puzzle que chaque gardien devait résoudre. Un mystère qui traversait les siècles et les continents. Alors que Londres s'endormait sous une brume douce et mystérieuse, Éléonore contempla le tableau, sentant le poids des siècles et la présence de ceux qui avaient cherché avant elle. La peinture semblait presque respirer, prête à révéler de nouveaux secrets à ceux qui avaient la patience et le courage de continuer l'histoire. Mais dans l'ombre des grandes avenues et des galeries privées, des regards étrangers l'observaient, des intentions inconnues guettaient, et Éléonore comprit que le véritable test n'avait pas encore commencé. Protéger, comprendre et poursuivre le récit vivant de Lorenzo et Isabella serait un défi plus grand que tout ce qu'elle avait imaginé. New York, 2015. Les gratte-ciels scintillaient sous le soleil d'octobre, et le rythme effréné de la ville ne laissait guère de place au silence. Pourtant, dans une galerie privée de Chelsea, un secret ancien attendait de se révéler à nouveau.
le tableau de Lorenzo et Isabella, désormais transporté de Londres à Manhattan par Eleanor Whitaker pour une exposition temporaire, attirait l'attention de collectionneurs, historiens et amateurs d'énigmes venus du monde entier. Dès le premier jour, l'atmosphère fut particulière. La toile, accrochée sur un mur blanc, semblait absorber la lumière ambiante et projeter une intensité palpable. Les regards des amants italiens suivaient les visiteurs, et certains affirmaient ressentir des frissons ou des émotions inattendues en se tenant trop près. Une jeune historienne, Camille Dubois, fut particulièrement frappée. En approchant la toile, elle eut l'impression que le murmure de l'eau de la fontaine lui parlait directement, lui révélant des fragments d'une histoire vieille de 4 siècles. « C'est incroyable !» murmura Camille à Eleanor. « Je peux presque entendre leur voix. Lorenzo, Isabella, ils semblent nous guider. » Eleanor acquiesça, consciente que le tableau possédait toujours cette capacité étrange de transcender le temps et d'impliquer chaque spectateur dans le récit de ses secrets. Pendant l'exposition, un collectionneur mystérieux, vêtu de manière discrète mais élégante, s'intéressa de près au cadre. Il observa attentivement les détails, les coins ombrés et le symbole gravé sur le rebord de la fontaine. Il prit des notes, esquissa des croquis et posa des questions pointues à Eleanor sur la provenance et l'histoire de la peinture. Il s'agissait de Thomas Caldwell, un historien d'art et cryptographe amateur, fasciné par les codes anciens et les secrets transmis par les œuvres d'art. Camille, Eleanor et Thomas commencèrent à collaborer pour tenter de reconstituer l'ensemble du puzzle. La peinture, le carnet dispersé, les lettres retrouvées et les symboles gravés. Chaque découverte ouvrait de nouvelles perspectives. Certaines lettres révélaient des détails inédits sur la trahison de Matteo, d'autres sur la stratégie de Lorenzo et Isabella pour protéger leur amour et le tableau. Chaque indice semblait former un fil invisible, reliant Florence, Paris, Londres et New York à travers le temps, mais le tableau ne se laissait pas déchiffrer facilement. Une nuit, alors que la galerie était vide et plongée dans le silence, Camille approcha la toile et sentit une vibration subtile sous ses mains. Les yeux d'Isabella semblèrent changer légèrement, comme si elle lui adressait un message silencieux. Sur le rebord de la fontaine, le symbole qu'ils avaient identifié auparavant paraissait s'animer, révélant un motif encore plus complexe. Camille chuchota « Ils veulent que nous comprenions. Mais que devons-nous faire exactement ?» Cette époque contemporaine apportait aussi de nouveaux dangers. Des voleurs d'art internationaux, alertés par la médiatisation du tableau, tentèrent plusieurs fois de s'emparer de la toile. Mais à chaque tentative, quelque chose se produisait. La peinture semblait avertir ses gardiens. Certains cambrioleurs furent pris de vertige, d'autres abandonnèrent devant une peur inexplicable. La légende de la toile, déjà vieille de 4 siècles, continuait de protéger ceux qui en avaient la garde et de punir ceux qui la convoitaient sans comprendre ses secrets. Au fil des mois, Eleanor, Camille et Thomas parvinrent à reconstituer plusieurs fragments du carnet et à déchiffrer une partie du code gravé sur la peinture. Ils découvrirent qu'il existait une clé finale, un indice permettant de relier tous les éléments dispersés, peinture, lettres, carnet et symboles. Mais cette clé n'était pas simplement un objet matériel. Elle résidait dans la compréhension profonde de l'histoire, du courage et de l'amour interdit des personnages peints. Un soir, alors que les lumières de Manhattan scintillaient au loin, Camille murmura « Tout ce que nous avons découvert, ce n'est pas seulement leur histoire, c'est la nôtre maintenant. Nous devons choisir avec courage, comme eux, et protéger ces secrets. » Eleanor sentit le poids des siècles peser sur ses épaules. Le tableau n'était pas un simple héritage, mais un lien vivant entre le passé et le présent, exigeant vigilance, intelligence et cœur. Et alors que la nuit s'approfondissait, la peinture, silencieuse mais vivante, semblait attendre. Elle avait traversé Florence, Paris, Londres et New York, défié le temps et la guerre, et protégé ses secrets à travers d'innombrables mains.
mais elle savait que son véritable mystère n'avait pas encore été entièrement révélé. Il restait des lettres à découvrir, des indices à déchiffrer, et peut-être une vérité finale que seuls les gardiens les plus courageux seraient capables de comprendre. Dans l'ombre de la galerie, une silhouette observait depuis l'extérieur, un carnet ancien serré contre sa poitrine. Quelque chose dans son regard trahissait une connaissance partielle et un désir silencieux, celui de découvrir la clé finale, de comprendre la totalité de l'histoire et de se mesurer à l'épreuve imposée par la mémoire vivante de Lorenzo et Isabella. New York, 2025. La ville brillait d'un éclat inhabituel sous le soleil d'automne, et pourtant, dans la galerie privée où le tableau de Lorenzo et Isabella était maintenant exposé, un silence presque sacré régnait. Après des siècles de voyages, de secrets, de trahison et de courage, la peinture avait trouvé un point culminant. Tous ces gardiens contemporains étaient réunis pour une dernière découverte. Une ultime épreuve. Eleanor Whittaker, désormais âgée mais toujours lucide et déterminée, se tenait devant la toile avec Camille Dubois et Thomas Caldwell. Les lettres et fragments du carnet avaient été rassemblés et les symboles gravés sur le rebord de la fontaine analysés avec précision. Tous trois ressentaient la présence presque tangible de Lorenzo et Isabella, comme si les amants eux-mêmes guidaient leurs regards et leurs pensées. « Nous sommes enfin arrivés à ce que je crois être la clé finale », murmura Thomas, sa voix tremblante d'excitation et de respect. « Mais il nous reste à comprendre comment la déchiffrer correctement ?» Camille hocha la tête, consciente que la moindre erreur pourrait compromettre non seulement la compréhension de l'œuvre, mais aussi la mémoire vivante qu'elle représentait. Eleanor, quant à elle, observa la peinture en silence, sentant l'histoire se superposer au siècle de ses propres émotions, fascination, peur, émerveillement, responsabilité. En approchant du symbole gravé sur la fontaine, Camille remarqua un détail qu'aucun des gardiens précédents n'avait perçu. Une petite inscription en latin, dissimulée dans les feuillages du jardin peint. Elle lut à voix haute « Amor et fides per saecula custodiunt veritatem ». L'amour et la fidélité gardent la vérité à travers les siècles. Ces mots éclairaient soudain tout ce qu'ils avaient découvert. La clé finale n'était pas un objet, mais un principe. Comprendre, respecter et protéger les secrets de Lorenzo et Isabella avec courage et loyauté. Alors qu'il méditait sur cette révélation, un souffle léger traversa la galerie. La lumière des lampes vacilla, et les ombres du jardin semblèrent s'animer, comme si Isabella et Lorenzo eux-mêmes saluaient ceux qui avaient prouvé leur valeur. Les lettres, la peinture et le carnet se révélèrent soudainement comme un tout indivisible, une mémoire vivante, transmise à travers le temps, nécessitant le cœur pur et la détermination des gardiens pour que son histoire perdure. Mais la leçon n'était pas seulement historique. Les fragments des lettres révélaient aussi des émotions universelles, les dilemmes amoureux de Lorenzo et Isabella, leur sacrifice face à la trahison de Matteo, le courage nécessaire pour protéger leur amour malgré le danger. Chacun de ces éléments semblait résonner dans la galerie, enveloppant Eleanor, Camille et Thomas dans une émotion palpable. L'histoire du passé devenait la leur, et le tableau leur enseignait la valeur de l'amour, du courage et de la fidélité. Alors qu'ils contemplaient la scène finale du jardin peint, un détail subtil attira leur attention. La fontaine semblait refléter non seulement la lumière des lampes, mais aussi les visages de tous ceux qui avaient été gardiens avant eux. Chaque spectateur devenait à son tour un témoin et un protecteur, et la mémoire de Lorenzo et Isabella se perpétuait à travers les siècles. « C'est incroyable », murmura Eleanor. « Nous ne sommes pas seulement des spectateurs, nous faisons partie de l'histoire. » Et c'est notre responsabilité de la transmettre, ajouta Camille, le souffle coupé. Thomas, serrant doucement le carnet contre lui, conclut
Le courage et l'amour sont les véritables clés. Tout le reste n'est que détail. Cette nuit-là, la galerie fut silencieuse, mais vibrante d'une énergie ancienne et persistante. Le tableau avait enfin révélé sa vérité. Au-delà des voyages à travers les villes et les siècles, au-delà des vols, des malheurs et des intrigues, il s'agissait d'un témoignage vivant de ce que l'humanité peut atteindre lorsqu'elle agit avec fidélité, courage et amour. Lorenzo et Isabella, dans le jardin peint, semblaient enfin en paix, sachant que leur histoire continuerait à vivre à travers ceux qui respecteraient leurs secrets. Et dans l'ombre des rues de Manhattan, certains regardaient toujours la galerie, intrigués, désireux de percer le mystère. Mais seuls ceux qui possédaient la patience, la loyauté et le courage pourraient espérer comprendre ce que la peinture protégeait depuis 4 siècles. La mémoire vivante de Lorenzo et Isabella continuait, intacte, prête à accueillir la prochaine génération de gardiens, prêts à marcher sur le fil entre passion, trahison et bravoure. Ainsi s'achevait, pour le moment, l'épopée du tableau perdu, un objet qui avait traversé l'histoire, portant avec lui les histoires d'amours interdits, de courage et de trahison, et rappelant à tous que certains secrets ne sont jamais vraiment perdus. Ils attendent simplement que quelqu'un digne les découvre.